Alors, bonsoir et bonjour pour certains et bienvenue dans ce webinaire. Comme tous nos webinaires, ce webinaire est gratuit. Il est proposé par les trois principes francophonie, qui est la branche francophone des 3PGC, c'est-à-dire la communauté globale des trois principes. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'engage à diffuser les trois principes mis en mots par Sydney Banks. Les trois principes permettent en fait de comprendre le mécanisme de l'expérience humaine. Parce que lorsqu'on comprend comment ça fonctionne, quand on a le mode d'emploi, ben, tout est beaucoup plus simple. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et bien sûr, nous comptons sur vous, non seulement pour être avec nous pendant tous ces webinaires, mais aussi pour nous suggérer d'autres sujets de façon à nous donner des pistes pour créer du contenu qui colle au maximum à vos attentes. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas de communiquer à notre groupe et d'inviter des gens à nous rejoindre et à entrer en relation avec tous les gens qui pourraient être intéressés par cette compréhension. Merci Isabelle. Alors aujourd'hui, on va parler du chaînon manquant de Sydney Banks. Mais la grande nouvelle, c'est que, donc avant on avait que ça, c'est-à-dire la version anglaise, mais voilà que on a le chaînon manquant en français. Il est enfin paru. J'attendais depuis 6 mois que l'éditeur revienne vers moi pour me dire que ça y est, c'est bon, on peut l'acheter. Donc il est disponible avec cette couverture-là, mais pas pour longtemps. Parce qu'il y a une nouvelle couverture plus française, on va dire, plus adaptée au marché européen qui va sortir, et plus parlante, je trouve. Là, on a une rose. Bon, est-ce que c'est la rose, le chaînon manquant? Je ne sais pas. Mais la nouvelle couverture que vous verrez bientôt et que je mettrai sur la page Facebook du groupe, et c'est un papillon avec en forme de puzzle. Enfin, vous verrez. Donc, ça y est, on peut acheter le chaînon manquant pour l'instant uniquement sur Amazon. Mais bientôt dans toutes les bonnes librairies, j'espère, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à Amazon. Et voilà, et je suis ravi. Et du coup, on va vous lire le deuxième chapitre. Alors, les chapitres du chaînon manquant ne sont pas numérotés, en fait, mais parce que ce sont des... Comment on pourrait dire? Ce sont On peut lire le chaînon manquant dans tous les sens qu'on veut, en fait. C'est vraiment un livre qui... C'est un livre de philosophie, de théosophie. Et d'ailleurs, le titre de ce chapitre, c'est Le Théosophe. Alors, ce qu'on se propose de faire avec Isabelle, c'est de lire les pages en alternance. C'est un chapitre qui est très court. Et puis après, on passera à l'exégèse et surtout aux questions, si ça vous pose des questions, et puis ce que nous, ça nous inspire, parce que c'est un texte à l'inspiration inépuisable. Tu y vas? Le théosophe. Les philosophes recherchent des principes fondamentaux. Ils acquièrent des connaissances en lisant des livres et en étudiant les opinions et les concepts d'autres auteurs, qu'ils intègrent ensuite à leur propre vision du monde et de la vie. Un théosophe accède à la vérité par une expérience directe. Il fait usage de sa propre connaissance innée, ou si tu préfères, de ce que l'on appelle parfois la pensée originelle. La philosophie examine le monde physique connu. La théosophie accueille à la fois le monde de la forme et celui de la non-forme. Chercher la vérité dans la seule forme n'est que la moitié de la vérité. Cela t'enferme dans un mensonge cosmique. Tout le monde sur Terre est à la fois philosophe et théosophe. L'un est un processus intellectuel appris, l'autre est la réalisation de la connaissance à partir des profondeurs de notre propre conscience. Cette connaissance ne s'achète ni ne se vend,
comme un produit sur le marché et ne provient pas non plus d'un pays lointain. Elle est cachée dans les profondeurs de ton âme. C'est pourquoi une telle connaissance ne peut être trouvée qu'à travers la réalisation de sa propre sagesse intérieure. Tout le monde sur cette terre partage la même source innée de sagesse, mais elle est cachée par l'enchevêtrement de nos pensées individuelles mal avisées. Et voilà, c'est le chapitre théosophe. Je vais préciser une chose, il y a un mot en particulier qui est le dernier mot, qui m'a posé toutes sortes de soucis de traduction. Le mot anglais, c'est misguided, donc ça veut dire mal guidé. Et je me suis rabattu, après avoir pas mal négocié avec moi-même, sur mal avisé, qui est un mot qui n'est pas très utilisé en général, mais qui, à mon avis, est le plus proche de ce que Sydney Banks voulait dire. Donc, qu'est-ce que moi je peux dire de ce chapitre-là? C'est que il nous ramène à la non-dualité, c'est-à-dire à la non-forme, à la forme, à l'unité de toute chose. Euh, il insiste sur le fait que la philosophie, en gros, ce qu'il dit, et tout ce que dit Sydney Banks est contestable, comme tout ce que dit tout le monde d'ailleurs, mais il dit la philosophie s'attache à des choses qui sont déjà connues, en fait, qui sont des choses de l'intellect, qui sont des choses euh, du petit, enfin disons de notre esprit humain, là où la théosophie, c'est ce qu'on capte par l'expérience directe, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est la sagesse innée, c'est la source, c'est ce que toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité appellent l'unité, le tout, Brahman. Je parle surtout des traditions spirituelles, enfin de, des traditions spirituelles non duelles, si on peut dire, l'Advaita, Vedanta ou ces choses-là. C'est-à-dire, en fait, nous sommes l'expression d'une seule source, nous sommes des localisations d'une seule source, et nous sommes à la fois la forme et la non-forme. Nous sommes l'expression de la non-forme sous une forme. Et lui, Sydney Banks, en a fait l'expérience directe. Il faut se souvenir donc que c'est un soudeur qui est sorti de l'école en cinquième, enfin en ninth grade, c'est à peu près l'équivalent. Il avait 13 ou 14 ans. Donc, c'est pas du tout un érudit, c'est pas du tout quelqu'un qui a lu tous les livres de la tradition orientale, tout ça. Ça lui est tombé dessus, littéralement. Et il n'arrêtait pas d'insister là-dessus, sur le fait que la compréhension de comment fonctionnait la psychologie humaine, ça lui est littéralement tombé dessus sans il ait besoin de faire des études ou d'aller chercher dans les travaux des autres l'inspiration pour créer quelque chose de nouveau. Et ce chapitre ne parle que de ça, et il dit qu'on est tous comme ça, c'est-à-dire qu'on a tous une dimension, on va pas dire intellectuelle, et une dimension qui nous relie à la source, et qui nous permet d'avoir accès à la vérité. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus, Isabelle? Toi qui as écrit le seul livre en français qui parle un peu des trois principes et qui s'appelle Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous? Et bientôt, les deux couvertures auront des papillons. Non. Mais moi, ce chapitre m'avait beaucoup touchée la première fois que je l'ai lu et là aussi, encore une fois, dans le sens que c'est le premier et peut-être le seul écrit que j'ai personnellement lu qui, pour moi, explique avec tellement de clarté, en fait, ce qu'on essaie de traduire par le mot insight. C'est-à-dire que le grand mérite que moi je trouve à Sydney Banks, c'est qu'il arrive à faire une alchimie incroyable, c'est-à-dire qu'il nous montre les choses, il pointe du doigt ce vers quoi il veut qu'on oriente notre regard. Et c'est vraiment un peu comme si quelqu'un voulait qu'on fasse l'expérience d'un lever de soleil.
en pointant du doigt vers l'est, ça accroît les chances de le voir. Alors que si on continue à se tourner du côté de l'ouest, on risque d'attendre un peu plus longtemps. Donc, il a ce mérite-là de nous pointer la direction vers laquelle il est plus facile de voir les choses et après de créer cet espace qui permet à ces déclics, à ces insights de se passer. Et personnellement, je ne sais pas si je suis plus réceptive à la parole de Sid Banks que peut-être d'autres porteurs de sagesse, mais chez moi, ça marche de façon assez incroyable. Il pointe du doigt et peut-être quelques jours après, où je sens que c'est descendu, il y a le déclic qui s'est produit et la compréhension cérébrale est devenue cellulaire et vraiment ancrée. Et ça fait toute la différence parce que comprendre, c'est bien, mais l'avoir intégré dans sa chair, c'est ce qui fait le changement et l'impact dans notre quotidien. Donc ce chapitre, je le trouve assez charnière dans le sens où il annonce la couleur. Il va nous expliquer des choses pour qu'on les comprenne. Il va nous montrer dans quel sens regarder pour nous faire voir quelque chose. Mais après, soit on va le voir, soit on va pas le voir. Et puis progressivement, ça va s'ancrer, on va le ressentir, on va l'intégrer, on va l'incarner, et puis ça va être notre nature qui va être perçue au début comme une seconde nature, mais qui est en fait notre vraie nature quand on se débarrasse de toutes les croyances qui avaient enseveli cette lumière initiale. Donc c'est tout ce que je voulais dire, mais pour moi c'est un chapitre vraiment charnière et lumineux. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole? Pas tout, tu mets un cœur. Mais on te voit pas. Je suis là. Euh, pour moi, je pense que c'est exactement ce que vous venez de dire, dans le sens où on travaille beaucoup sur la forme. Et en tant que psychologue, on travaille beaucoup sur la forme. Donc, je trouve ça hyper intéressant de prendre la part de la spiritualité dans tout ce qu'on fait et pas la spiritualité qui vient de l'extérieur, mais la spiritualité qui vient de l'intérieur. Hmm. Et je pense que c'est quelque chose qu'on utilise, entre guillemets, ou sur laquelle on se connecte en étant enfant et qu'au fur et à mesure, on perd l'habitude de se reposer là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve que la traduction de ton dernier mot est très ultra pertinente. Et c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui, euh, qui reflète bien ça et qui reflète aussi le parcours des gens avec qui je travaille et mon parcours aussi. Euh, Dans le sens où on va se fier à autre chose, à des choses qui sont dans la forme. Le fait d'avoir, par exemple, une maison, le fait d'avoir des choses physiques, d'obtenir ou d'être en quête de choses physiques. Sauf que quand on se repose sur l'aspect spirituel je sors justement euh, d'un cours, d'un échange autour du rêve. Et quand on repose nos rêves sur des choses physiques, c'est beaucoup plus compliqué que quand on repose sur quelque chose de spirituel, sur le rêve en lui-même qui va venir nous traverser, qui va venir nous guider en fait. Et c'est ça que j'entends dans ce chapitre-là, c'est qu'on a cette autorisation à être soi-même et qu'on peut que être un bon guide. Hmm. Et ça change tout finalement. Et je le vois vraiment par rapport à mon parcours où j'aurais jamais utilisé le mot théosophe avant d'être dans les trois principes. Et aujourd'hui, ça fait sens. Je me vois pas comme une autre chose que ces deux compositions de la forme et de la non-forme. Et c'est concrètement une danse. Hmm. J'ai vu juste avant de rentrer deux personnes qui dansaient de la kizomba et c'était kizomba sans guide. Alors je sais pas si vous connaissez cette danse, mais c'est une danse qui se fait à deux. Et en fait, normalement, on est guidé avec le bras, le corps. Et là, c'était vraiment un lead juste avec le buste. Et pour ceux qui connaissent la kiz, c'est extrêmement difficile de faire ça
sauf si on est connecté, sauf si on est sur tout ce qui n'est pas physique. Donc on a la connexion physique et on a la connexion qui est très spirituelle. Et c'est ça que j'entends dans ce chapitre et c'est ce que j'entends aussi dans ce que vous dites. C'est pas l'un ou l'autre, c'est un équilibre entre les deux où parfois on sera plus dans la forme, parfois on sera plus dans le spirituel. Mais il n'y a pas à choisir en fait, ça se fait très naturellement et sans la volonté d'essayer qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Hmm. Donc c'est ce que je prends dans ce chapitre et ça donne énormément de liberté, contrairement à ce qu'on pourrait croire en premier lieu. C'est vraiment oui, cette liberté de naviguer avec le GPS ou de naviguer avec la main dans l'eau en se disant ah bah là, l'eau est plus chaude dans ce sens-là, donc je vais aller dans cette direction. Donc voilà ce que j'entends pour ma part. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ce qui me frappe aussi, c'est vraiment là, c'est la simplicité. Et c'est aussi ce qui me frappait quand j'ai découvert euh, les trois principes et qui m'a frappé dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je me disais, vous savez, il y a cette phrase que j'entends souvent et qui m'amuse beaucoup qui dit, la vérité est simple, si elle était compliquée, tout le monde la comprendrait. Et quand je lis Sydney Banks, j'ai toujours cette phrase en tête parce que je me dis, mais c'est d'une simplicité absolument folle, quoi. Si je relis le dernier paragraphe qui fait 5 lignes, tout le monde sur cette terre partage la même source innée de sagesse, mais elle est cachée par l'enchevêtrement de nos pensées individuelles mal avisées. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est l'essence des trois principes distillés en 5 phrases, quoi, en 5 lignes, je veux dire. Alors évidemment, il faut capter faut se dire, ah, il y a une sagesse innée. Est-ce qu'il y a une sagesse innée? Et ça peut nous obliger à réfléchir, nous remettre dans notre tête, parce que moi, quand j'ai lu ça la première fois, je ne savais pas de quoi il parlait. C'est quoi la sagesse innée? Non, je suis une machine, etc. En plus, avec mon passé chrétien qui est devenu athée, qui a repoussé tout ça et qui dit, non, non, il y a une machine, cette machine est extraordinaire, elle est le fruit du hasard et de la nécessité, voilà, et la conscience naît dans le cerveau, ça m'échappait complètement. La dimension spirituelle, je suis pourtant né dans une famille très religieuse, mais la dimension spirituelle de l'expérience m'avait complètement échappé. C'est-à-dire que la religion et la spiritualité, dans un de mes podcasts, il y a José Leroy qui parle de ça, de la différence entre la religion et la spiritualité. Et moi, je n'avais capté que la religion, j'avais rien capté à la spiritualité. C'est-à-dire, j'avais capté qu'il fallait croire des trucs, qu'il y avait eu Jésus, tout ça. Il était mort pour moi, j'avais rien demandé, mais il était mort pour moi. Et du coup, il fallait que je me sente coupable, parce que j'avais pas bien compris. Là, il y a des choses plus éclairées dans le christianisme quand même, mais moi, j'avais compris ça. Et alors, Dieu, évidemment, était là-bas, et moi, j'étais là, et Dieu me regardait de là-bas et était toujours prêt à me punir. Moi, j'étais là, terrifié, quoi. C'était ça l'idée. Et là, j'ai un monsieur qui vient me dire que tout le monde sur cette terre partage la même source innée de sagesse. Mais je crois que la mienne était vraiment cachée dans l'enchevêtrement de mes pensées individuelles mal avisées. C'était ni plus ni moins ça. Et ça veut dire, oui, quand on est dans le présent, ça rejoint Eckhart Tolle évidemment, quand on est dans le présent, quand on cesse de focaliser sur une pensée en particulier, ben, on découvre qu'il y a quelque chose de sage à l'intérieur de nous. On commence à penser au fait que quand on se coupe, ça se résout tout seul, que le cœur y bat sans que je fasse rien, que la respiration se fait sans même que j'ai besoin d'y penser, que tout ce qui est autour de moi a l'air de fonctionner tout seul et a l'air de fonctionner avec une très grande sagesse parce que c'est pas n'importe quoi ce qui se passe. Et c'est à ça qu'il me connecte en fait. Et au fur et à mesure que je m'avance dans le livre, je découvre que, bah oui, les trois principes, l'esprit, la conscience, les pensées, c'est la réalité de notre expérience. Et les implications de ces 5 lignes que j'ai lues sont monumentales. Et c'est pas pour rien que tout un mouvement autour de la psychologie et de la psychiatrie s'est lancé derrière ça, parce que même si pour l'instant il n'a pas vraiment touché
la francophonie, mais c'est parce que c'est d'une puissance absolument dingue sur une simplicité folle. Et cette simplicité, c'est drôle parce que j'ai eu, par exemple, aujourd'hui un commentaire sur une vidéo que j'ai faite. J'ai l'impression que c'est un professeur de philosophie qui m'a fait le commentaire. Alors, il m'explique que je me trompe complètement, que j'ai pas, je vois pas les choses, que je simplifie à outrance. Et, et, et il va dans les concepts et les concepts. Et moi, j'assiste à quelqu'un qui est dans les pensées mal avisées et enchevêtré au sens où en plus, ça a l'air d'être très dur, ça, ce qu'il raconte. C'est tendu, c'est douloureux. Enfin, il y a quelque chose de difficile. Ça nous ramène à la vie, c'est dur. C'est terrible. Notre condition humaine est terrible. Puis à un moment, il dit une chose. Mais et je me moque pas du tout. C'est vraiment, j'ai de la compassion pour ça. Mais il dit tout ça, c'est à cause de l'individualisme contemporain. Bon, l'égocentrisme contemporain. Je dis, ah, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Fatou, de l'égocentrisme contemporain? Je ne sais pas, pour moi, c'est des pensées enchevêtrées mal avisées, mais peut-être que j'ai tort, en fait. Mais si Sydney Banks était là, je pense qu'il ferait un sourire, mais un sourire compassionnel, pas un sourire de jugement. Parce que la plupart du temps, on est complètement innocent de nos jugements. On est juste le résultat de la chaîne des causalités qui nous détermine, jusqu'au moment où on voit que oui, il y a une sagesse innée et qu'elle est à l'œuvre tout le temps. Et que si on la laisse monter là, comme il disait, comme il a dit à sa femme Barbara quand il a eu sa révélation, il lui a dit mais on n'a plus de problème. Et elle disait mais si, moi j'en ai des problèmes. Et, et voilà ce que ça m'inspire. Peut-être que je suis un théosophe. On est tous des théosophes en tout cas ici, tous. On voudrait vous entendre. Est-ce que ça vous inspire des choses? Ou est-ce qu'on a tous atteint la sagesse là? Et je peux prendre la parole. Mais oui. Moi, j'ai retenu le mot mensonge dans Mm. le chapitre. Puis je me dis, en fait, c'est qu'on vit tous dans le mensonge. On n'a pas le choix de composer avec et de faire avec. Fait que, en tout cas, moi, je suis un expert dans justement, de me faire croire des mensonges. Et ça. Il parle. Et c'est de voir aussi que ça crée ma réalité, ce que je me raconte. Mm. Ça devient l'expérience que j'en fais. Et puis, je vois que justement, j'aime beaucoup la simplicité des trois principes. J'ai envie de vivre la simplicité. Et puis, les trois principes pointent vers ce qui est la vérité. J'ai envie de dire comme ça, mais en tout cas, ça, ça a l'air d'être une source très ressourçante et désaltérante. Mm. Moi, j'ai envie de suivre ce fil-là. Et j'ai aussi retenu dans le texte la profondeur de l'âme. C'est comme d'aller chercher dans la profondeur de son âme. Ça, je me dis, ben, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe pour vous? Voilà, c'est tout. Merci. Comment ça se passe, la profondeur de l'âme? Ce que j'aime bien, tu relèves le mot mensonge, il ajoute mensonge cosmique. Et moi, j'aime beaucoup l'idée. Encore une fois, on pourrait on pourrait écrire un livre sur ça. Chercher la vérité dans la seule forme n'est que la moitié de la vérité. Cela t'enferme dans un mensonge cosmique. Moi, c'est la chose qui m'a le plus frappé quand j'ai compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire par exemple, la science et le matérialisme, ce qui nous enferme dans l'idée que tout est matière et que quelque part la conscience naît de la matière.
on voit la moitié des choses. On ne prend pas en compte la dimension de la non-forme, donc la dimension spirituelle, donc la dimension qui nous relie au fait que même le plus savant des savants, il est dans sa subjectivité. Et la subjectivité, c'est le mystère. Et le mystère, c'est la non-forme. Et quand la science, pas seulement la science, parfois la philosophie, néglige complètement cette partie-là, et moi j'ai vécu dans ce monde-là, vraiment, n'ayant pas eu accès à cette dimension spirituelle, cette verticalité de l'expérience, bah oui, on vit dans un mensonge cosmique. Et dans le mensonge cosmique, on souffre. C'est possible de ne pas souffrir, je pense, parce qu'on voit des gens qui s'en, qui s'en accommodent, mais pour moi, il y avait un appel, il y avait quelque chose qui manquait. Et quand j'ai découvert ça, cette pensée-là, je me suis dit, ça y est, je suis à la maison. J'ai enfin trouvé l'endroit où, ah, ça me parle. Plutôt que, oui, cette sorte de, oui, je dirais matérialisme désespérant où tout est matière et où nous sommes des choses finies, nous sommes des objets limités qui luttons pour notre survie jusqu'à ce qu'on meure, parce que de toute façon, c'est une lutte qui est perdue pour tout le monde. Sidney Banks, il vient m'apporter la réponse à... Et c'est ça pour moi la profondeur de l'âme, c'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a cette profondeur à l'intérieur de moi et que cette profondeur, elle me connecte non seulement à la paix, mais au tout, à la totalité, à la non-forme. Il y a... Non, je vais la garder pour plus tard, cette métaphore, mais pour moi, la profondeur de l'âme, en plus, elle est insondable. C'est aussi un mystère, c'est un grand mystère. Mais c'est un mystère dont Sydney Banks arrive à me dessiner des contours qui paraissent cohérents avec mon expérience profonde de... Si on pose la question aux gens, ça c'est Rupert Spira qui dit ça, si on pose la question à tous les humains, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez le plus? C'est quoi? Et pratiquement, enfin, il y a pas d'exception. Les gens disent quelque chose qui veut dire je cherche le bonheur. Il n'y a pas de gens qui disent oh, je cherche l'atrocité, je cherche à être le plus torturé et souffrir le plus possible. Personne, ça viendrait à l'idée de personne. Ou alors, s'ils le disent, c'est pour le bonheur. Et, et, et l'hypothèse qu'il fait, Rupert Spira derrière, c'est de dire si c'est ça qu'on cherche, c'est parce que c'est ça qu'on est. Et pour moi, Sydney Banks, il nous oriente dans cette direction-là. Quand il nous parle de suivre c'est pas dans le chapitre qu'on vient de lire, mais de suivre le feeling, suivre la sensation, et d'aller toujours vers la sensation qui nous paraît utile, c'est-à-dire qui nous connecte avec la paix, la joie d'être. Moi, c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui quand j'ai un choix à faire. Je fais l'hypothèse d'un choix, je regarde ce que ça fait, je fais l'hypothèse d'un autre choix, je regarde ce que ça fait, puis je vais vers le good feeling, ou le moins mauvais. Ça marche pas à tous les coups, hein. Mais en général, on sent qu'il y a quelque chose là qui est prêt à nous répondre et qui est à notre service, en fait. Et c'est vers ça qu'il n'a pas arrêté de pointer jusqu'à sa mort. Et ça a touché et guéri beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. En tout cas, merci Nicolas, parce que pour l'instant, on parle un peu tout seul, les gens du comité. Est-ce qu'il y a d'autres... Ben, en t'écoutant, j'ai eu l'image comme d'un iceberg, comme si hmm. le,
la profondeur de l'âme, c'est comme ce qu'il y a sous l'eau, la partie qui est insondable. C'est un endroit genre qui est juste silencieux. Donc, ça m'a évoqué. Merci. Oui, merci Nicolas, ça fait penser à cette métaphore de l'océan aussi, des vagues qui sont sur le dessus, et plus on descend, plus c'est calme. Ouais. Et l'esprit, c'est ça, c'est de temps en temps c'est calme en surface, de temps en temps c'est la tempête, mais à chaque fois qu'on descend, ça redevient calme, systématiquement. Merci à Jonathan qui a levé sa main électronique. Bonjour Jonathan. Salut. Alors j'ai levé la main parce que j'ai envie de m'exprimer, mais je ne sais pas encore ce que ça va être. Euh, Il y a un truc qui me trotte dans l'esprit depuis le début et que j'ai un peu du mal à formuler. Donc dans cette opposition, et j'ai bien compris que c'est pas une réelle opposition, mais c'est quand même présenté comme ça dans le texte, il y a l'opposition entre le philosophe et le théosophe. Euh, Même si en réalité, à un moment dans le texte, il dit que donc, le philosophe regarde à l'extérieur et le théosophe ne regarde pas que à l'extérieur, il regarde aussi à l'intérieur. Donc en fait, il a l'air de dire qu'il y a du philosophe dans le théosophe quand même. Mais que le théosophe, il a une ligne d'attention qui a une flèche dans les deux sens, en fait, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Euh, mais à un autre niveau, ce qu'on perçoit à l'extérieur est le fruit de nos pensées. Donc, regarder l'extérieur nous informe, nous renseigne, nous apprend quelque chose, pour peu qu'on le fasse de cette manière-là. C'est-à-dire que la différence entre le théosophe et le philosophe, selon ma compréhension, c'est que le philosophe va regarder l'extérieur comme étant existant par lui-même et il va y puiser des informations qualifiées d'objectives. Donc le philosophe est complètement matérialiste à ce niveau-là et objectif, une information objective le qualificatif objectif va être le plus beau qualificatif du monde parce qu'il va être synonyme de vérité. Si, parce que l'objet est la matière première, et enfin, la matière est première, donc la vérité est dans la matière, alors que le théosophe va regarder l'objet comme étant un reflet de lui-même, comme un miroir par lequel il va se contempler lui-même. Du coup, si on veut se faire une idée de la profondeur de l'âme, il faut prendre un télescope et regarder l'insondable univers, parce que aussi loin qu'on verra dans l'univers, aussi grande la distance sera, cette distance, cette profondeur est contenue en nous, en fait. Donc, euh, le- la, la, je pense à un truc que j'avais lu un jour que les étoiles nous regardaient ou je sais pas quoi. Bon bref, une petite phrase de poète un peu comme ça qui me traverse l'esprit. Mais en réalité, c'est ça. Euh, Regarde aussi loin que tu peux regarder et ce sera encore plus petit que la profondeur de ton âme, euh, puisque c'est elle qui inclut ça en elle, cette distance et cette profondeur. Voilà, ça y est, ça s'arrête. Donc je me tais. Bah, ça valait le coup quand même. Merci. J'ai beaucoup aimé. Et ça me parle et ça m'inspire. Je trouve vraiment ça, elle est très belle ton image. Parce que ça fait partie des points qui se sont connectés chez moi quand j'ai découvert cette compréhension.
euh, ça répond à plein de questions que je me posais et qui étaient sans réponse. Ou alors des réponses, oui, cette fameuse chose dont tu parlais, c'est-à-dire l'objectivité. Il y a des objets à l'extérieur et puis nous, on les regarde et ils sont tels qu'ils sont. Et cette idée que j'arrivais pas à formuler, on fait abstraction de l'observateur. On fait abstraction que ces objets sont observés. On est obligé de le faire si on cherche l'objectivité. On soutient, moi je viens de faire un petit short, là, une petite vidéo où je reprends un, un tout petit chapitre de Life is a Metaphor, La vie est une métaphore de George Pransky, où il dit les êtres humains souvent pensent que ils sont des caméras ou des appareils photo qui capturent la réalité qui est devant objectivement. C'est-à-dire que quand tu regardes une photo puis que tu regardes ce que tu as photographié, ça ressemble en général, même si ça dépend de la focale et tout, et puis ça peut être en 2D, mais enfin bref, il y a quand même une vraie ressemblance. Et il dit, c'est pas du tout comme ça, en s'inspirant bien sûr de Sydney Banks, parce qu'il en est un des disciples les plus proches. Il sait pas du tout ce qui se passe. En fait, on a dans la tête une palette de couleurs et un pinceau, et on repeint la réalité dans notre tête. Et si on met deux personnes en face du même paysage, on va pas avoir la même peinture. Ça va pas être... Et c'est ça qui se passe en réalité, c'est qu'on crée la réalité. On la crée, on la recrée en fait complètement à l'intérieur de nos têtes. Et deux personnes vont forcément avoir deux points de vue qui vont être différents. Donc l'idée de l'objectivité, bien sûr, comme toutes les métaphores, il ne faut pas la pousser trop loin parce qu'on arriverait à en buter de quelque chose. Les métaphores nous permettent d'aller dans une direction, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Et, euh, et moi, j'ai ajouté à cette métaphore le fait que c'est non seulement vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que on n'a pas choisi le pinceau, on n'a pas choisi la palette de couleurs et on n'a même pas choisi notre capacité, notre style de peinture, parce que ça fait partie des chaînes de causalité qui nous déterminent. C'est-à-dire que là, on est même innocent en fait de la manière dont on crée la réalité, jusqu'au jour où on sait que c'est ça qu'on fait. Et que au lieu de penser qu'on est un appareil photo ou une caméra, on découvre qu'en fait, on ne peut pas échapper à ça, que c'est le pouvoir de la pensée qui crée la réalité dans laquelle on croit se trouver. Et bien sûr, il y a des analogies. Là, on a tous l'impression qu'on est face à un écran. Et évidemment, il y a une analogie. On a l'impression qu'on fait un peu une expérience similaire tous, mais il n'y en a pas un qui fait la même ou une qui fait la même expérience que l'autre. Même la répartition des 9 cases, là, ça ne doit pas être la même chez vous. Donc, et pas seulement ça, comment on entend les mots de quelqu'un, comment tout ça est repeint à l'intérieur en fonction de tout ce qui nous a déterminés avant. Des histoires qu'on a dans la tête, de ce que j'appelle maintenant le document, c'est-à-dire cette liste de choses qui nous déterminent et qui déterminent notre être sans même qu'on en ait la conscience, en fait. Et tout ce que fait Sydney Banks et les trois principes, c'est de faire ressortir ça, c'est-à-dire la vérité de ça, c'est que c'est nous qui faisons ça. C'est nous qui peignons la réalité. Et si c'est nous qui peignons la réalité au moment où on comprend que c'est ça qui se passe, ah, je vais peut-être pouvoir changer des choses dans mon expérience. Parce qu'en fait, je vais pouvoir me focaliser sur tel aspect plutôt que sur tel aspect. C'est l'attention qui va pouvoir choisir. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait échappé. Et il y a encore pas si longtemps, qu'il y avait cette capacité de choisir. Et ça, c'est un des trucs qui, moi, me bloquait par rapport aux trois principes. C'était ce truc du libre arbitre. Là. Il n'arrêtait pas de dire on a le choix, on a le choix. Je disais, mais Sydney, on n'a pas le choix. Enfin, j'ai rien choisi. Et en fait, il dit juste, une fois que tu as compris comment l'esprit humain fonctionne, tu peux choisir de focaliser ta lampe de poche, celle de ton âme en l'occurrence, c'est-à-dire la conscience, l'observateur, il peut décider s'il va focaliser là ou s'il va focaliser là. Il y en a pour qui c'est instantané,
Il y en a pour qui ça prendra 30 ans, pour des tas de raisons qui sont des chaînes de causalité. Mais une fois qu'on l'a touché, là vraiment le pouvoir transformateur et révolutionnaire et de cette compréhension est en œuvre. À toi, Jonathan. Bon, moi j'ai toujours un petit souci hein, avec cette histoire de choisir. Ça, c'est pas tout à fait le sujet de ce qu'on a lu aujourd'hui. Euh, donc je sais pas si c'est pertinent d'en parler, mais je vais quand même juste en toucher un petit mot. En rebondissant en fait sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire pour certains c'est immédiat, pour d'autres ça prend 30 ans. Hmm. Du coup, il est où le choix là? Euh, si avoir le choix est immédiat pour certains et avoir le choix ça met 30 ans pour d'autres, euh, je vois pas où est le choix. Et euh, c'est marrant parce que j'ai commencé à lire un livre euh, super intéressant mais très très complexe sur le cerveau, l'attention, le contrôle et tout. Euh, Écrit par un gars du CNRS et tout, une tête, un truc, je me suis dit, oh, ça c'est vachement bien. Mais c'était tellement complexe pour moi, en tout cas laborieux, plein de schémas et tout, que j'ai lâché et je l'ai perdu, je le retrouve plus, je voudrais absolument. Et voilà, je fouille ma maison, je sais pas où il est. Peut-être un effet miroir. En tout cas, à un moment, dans un des chapitres, il explique le préchauffage des neurones. C'est comme ça qu'il le met en lumière. Et donc, euh, dans notre cerveau, qui n'est donc pas la base de la conscience, c'est pas la source de la conscience, on est d'accord, mais ça reste l'interface à partir de laquelle notre esprit va faire l'expérience sensorielle. Dans notre cerveau, nos neurones se préactivent dans le but d'observer quelque chose que le cerveau s'attend à observer. Euh, et tous ceux qui jouent avec l'attention des gens utilisent ce principe-là. Les prestidigitateurs préchauffent notre cerveau pour porter notre attention dans une direction, et du coup, on ne voit pas ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Et après, on va dire c'est de la magie. Et ce qui est magique, enfin, en réalité, la définition même de la magie, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer, qui nous semble magique par absence d'explication. Parce Hmm. que dans le cas des prestidigitateurs, ça a échappé à notre attention. Euh, Moi, je m'interroge sur qui est au contrôle du préchauffage de ces neurones. C'est-à-dire qui décide, ok, je suis d'accord, je suis complètement d'accord sur le fait que là où je vais porter mon attention va être mon expérience. Et donc, quelque part, même euh, l'attention, c'est presque mon être en déploiement. Ma- 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 la conscience dans sa version dynamique, c'est l'attention. La conscience dans la version statique, qui est l'écran, le support, et la version dynamique de la conscience, c'est l'attention. Mais tout ça, c'est moi, en fait. Et, et- mais, mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui est aux commandes de cette flèche de l'attention, quoi. Ça, je le perçois pas. Et euh, à un certain niveau, ça m'aide à sortir de mon prisme de victime qui subit le monde extérieur en percevant que je suis créateur de mon expérience. Mais ce jeu qui est créateur de l'expérience est un jeu sur lequel je n'ai pas l'impression d'avoir de commande. Et donc, je ne perçois pas, si j'ai le choix, je ne perçois pas où est le bouton du choix, moi, personnellement. Voilà.
Merci, Jonathan. Isabelle a levé la main. Après, je te répondrai. J'avais tellement de choses qui ont traversé mon cerveau que je ne sais plus trop par quoi commencer. D'abord, j'ai pensé que c'était une belle illustration, notre discussion de ce second chapitre, à savoir qu'il y aurait d'autres mots qu'on pourrait utiliser pour le philosophe et le théosophe. Moi, j'aimerais comme mot le chercheur et l'explorateur. Et c'est ce qu'on fait tous tout le temps, et c'était une tellement belle illustration de voir que on cherche dans des compréhensions, dans des explications, à y voir plus clair. Et après, on a la possibilité de voir dans notre quotidien comment ça marche. Et c'est cette alchimie des deux qui fait qu'on y voit toujours plus clair. Donc, c'était une vraiment très, très belle illustration de ce qu'on fait tout le temps, toujours. Donc, ça, j'avais envie de le signaler. Et puis, dans ce qui a été dit, il y avait deux choses qui ont rebondi, à savoir les mots qui sont mensonges et qui est créateur de l'expérience. Et je ne sais pas s'il y a un créateur de l'expérience, mais il y a quelqu'un qui assiste à l'expérience. Et quand je fais l'expérience du flow, j'ai à la fois l'impression que je suis libre et que je n'ai pas le choix. Alors pour le mental, c'est assez tiré par les cheveux et peut-être même totalement paradoxal, mais au niveau de l'expérience, il y a ce sentiment, ce que je pourrais souhaiter au mieux si j'osais croire au Père Noël et avoir toutes les attentes possibles, ça se passe et encore mieux sans que j'ai mon mot à dire et sans que j'ai besoin de relever mes manches et de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là, dans cette expérience-là, que pour moi, la question ne se pose plus. Parce que pour avoir le choix, il faudrait que j'existe indépendamment. Et c'est justement quand je suis en fusion avec l'unité, c'est-à-dire quand je ne suis pas recouverte de pensées mal avisées, que j'ai ce sentiment de liberté absolue qui est le même que ce sentiment de connexion à notre âme, qui est le même que ce sentiment d'éternité, de bonheur, de joie. Et là, effectivement, mon moi, enfin, ce que je pourrais croire être moi, mon ego est complètement dissous. Mm. Et je réalise de plus en plus ça avec les mots qui m'apparaissent comme des mensonges, effectivement. Je crois que j'ai partagé il y a quelques semaines, oui, je crois, parce que je crois même que Nicolas était là, cet exemple de mon podcast que je réécoutais pour en jauger la qualité avant de le publier. Et pour la première fois, j'ai eu une sorte d'essuie-glace avec mes pensées, donc c'était très rapide. Et donc c'était brillant, magnifique, nul, qu'est-ce que tu racontes? Publie, c'est trop beau, ne publie pas, c'est dramatique. Et c'était avec une telle vitesse que bah, d'abord j'étais un peu déboussolée et je me disais, mais où est la vérité? Si dans une même phrase, mes mots me disent c'est sublime et c'est minable, comment je peux croire ça? Comment je peux espérer trouver une vérité dans mes mots si si je fais cette expérience-là? Et donc, ma première réaction, c'était, oh ben c'est cool, tout est magnifique, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, tu n'as plus besoin de rien écouter, publie, ça va être bien. Et en même temps, il y avait une chose en moi qui disait, non, c'est pas là la vérité. Et puis, comme je fais un programme avec Ian Watson, celui qui m'a ouvert la porte des trois principes, j'ai aussi posé la question. Et il m'a dit, mais tu l'as publié ou pas? Ben, j'ai dit non. Il me dit, alors, tu as la réponse. Et sur le coup, je n'étais pas sûre d'avoir la réponse, mais après,
j'ai réalisé que en fait, la réponse, elle est justement pas au niveau des mots, mais elle est dans ce sentiment d'éternité, de bonheur, d'ancrage, de liberté, de libre arbitre, de choix, où il y avait une chose qui était sûre, c'est que maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vaut ce truc, s'il vaut quelque chose ou pas. Si un jour, je saurai ce qu'il vaut ou pas. Si un jour, il sera publié ou pas. Et c'est aussi bien comme ça. Et de voir que la réponse à nos questions, elle est justement dans ce sentiment, ce fameux good feeling. Ça nous permet de faire cet aller-retour entre le philosophe et le théosophe, aller vers la philosophie pour essayer de voir où on oriente notre regard, et puis revenir dans la fin. Je suis là, moi, qu'est-ce que je sens, moi? Ce que les autres me racontent, c'est sympa. Ce que je lis, c'est très beau. Mais à la fin, moi, qu'est-ce que je vis? Et c'est cet aller-retour permanent qui permet à cette compréhension de s'ancrer. Et c'est tout ce que vous avez dit qui m'a fait ricocher dans toutes les directions. Donc j'espère que ça a un sens pas trop fouillis à l'arrivée. Ça fait sens pour moi complètement. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan, cette fameuse question, elle est quand même au cœur des trois principes, hein. C'est-à-dire que Sidney Banks martèle qu'on a le choix, sans arrêt. Il martèle qu'il faut qu'on fasse usage de ça. Donc, c'est aussi ça moi, a attiré mon attention à un certain moment parce que je me disais, ah, j'aime bien les trois principes, je comprends les trois principes, mais j'avais cette certitude de l'absence de libre arbitre, et j'en ai fait 3 ou 4 épisodes sur mon podcast, en m'appuyant sur Sam Harris, notamment, qui a fait un bouquin qui s'appelle Free Will, et qui me paraît complètement sensé et absolument vrai. Et puis d'un autre côté, il y a Sydney Banks. Et Sydney Banks, il martèle le libre arbitre. Il dit, on a le choix. Donc, à un moment, je me suis senti obligé de faire un choix, ou d'aller approfondir, d'essayer d'aller comprendre qu'est-ce qu'il pouvait vouloir dire avec cette histoire de libre arbitre. Mais ce qu'il dit avant même de parler du libre arbitre, et ça c'est quelque chose auquel j'adhère vraiment de toute mon âme maintenant, c'est que le chaînon manquant, c'est quoi? Qu'est-ce qui pointe derrière le chaînon manquant? C'est la pensée. Certes, il y a les trois principes, mais le chaînon manquant, c'est la pensée. C'est la présence absolument permanente, incessante de la pensée dans notre expérience. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'expérience. Et moi, je traduis la pensée, c'est une histoire. C'est toujours une histoire, une pensée. On ne peut on a des pensées, et ces pensées sont neutres, elles sont comme des nuages dans le ciel. Il n'y en a pas une qui est plus vraie ou moins vraie qu'une autre. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons, et ça, c'est très étrange. C'est nous qui décidons de porter ou pas notre attention quand on a vu ça. Et si on n'a pas vu ça, il n'y a pas de libre arbitre. Et je te rejoins sur l'idée de mais comment on fait alors? Pourquoi il y en a qui vont mettre 30 ans? On ne peut pas choisir de voir ça, apparemment. Tout est si mystérieux. Mais après, ça devient expérientiel. Et c'est là où moi, qui étais fasciné par Antonio Damasio, tous les chercheurs qui ont travaillé sur le cerveau, qui ont essayé de voir comment ça marchait, et qui ont décrit notamment ce dont tu parlais tout à l'heure. Et il y en a beaucoup qui, dans le tas, sont des matérialistes et qui sont obsédés par l'idée de trouver comment la conscience émerge là-dedans. Et puis, il y a les autres qui disent, non, mais on est un transistor, on syntonise une fréquence de la conscience universelle. Et le cerveau, c'est juste ça. C'est un poste de radio qui capte une fréquence et ça donne ça. Et cette explication-là, a priori, me convient beaucoup plus aujourd'hui au niveau de l'expérience. Mais c'est une histoire.
Qu'est-ce qui va faire que je vais croire à une histoire plutôt qu'à une autre histoire? Premièrement, toute la chaîne des causalités qui me détermine tout mon conditionnement. Et deuxièmement, je ne sais pas. Mais ce que je sais d'une manière expérientielle, c'est que quand j'ai commencé à faire des travaux pratiques autour de j'ai le choix, et j'en ai fait un récemment et je l'ai déjà partagé pas mal, c'est la mort de ma chienne, l'expérience de la mort de ma chienne. Ma chienne qui n'était pas seulement, pour ceux qui ont un animal de compagnie, vous savez à quel point ça peut, on s'attache, à quel point ça devient des personnalités, à quel point leur présence fait partie de nous en fait, et que leur absence, du coup, est presque sidérante. Moi, j'avais jamais eu d'animal de compagnie qui si proche de moi et que en plus j'ai emmené pour la faire euthanasier parce qu'elle souffrait trop. Je m'étais raconté cette histoire. On a passé 10 ans ensemble, Truite et moi. Euh, je me suis raconté longtemps. J'ai parfois pleuré avec mon chien en pensant à sa mort. Je fabriquais sa mort et j'étais là. Oh, qu'est-ce que ça va être? Et j'ai vécu la mort de mon chien d'une manière incroyable, avec ma lampe de poche de l'attention dans la tête et la sensation que je pouvais choisir si j'allais vers la tristesse, la symbolique que ça représentait par rapport à mon ex-femme, etc. Tout. Et je sentais les sensations monter, je voyais, et je pouvais faire stop. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté de l'expérience d'avoir vécu ça, la splendeur du monde. Est-ce que je choisis? Je sais pas. Est-ce que c'est un vrai choix? Je ne sais pas. Est-ce que je suis simplement dans la continuité du déterminisme? Mais je peux juste dire que, par comparaison, et évidemment encore c'est une histoire, si j'avais pu vivre la maladie de mon père, qui a eu Alzheimer pendant 10 ans, équipé de la compréhension des trois principes que j'ai aujourd'hui, je sais que mon expérience et l'expérience des gens autour de moi, et son expérience à lui, auraient été complètement différentes. Parce que la capacité à focaliser, voir que c'est possible, modifie quelque chose. Pour autant, est-ce que c'est un libre arbitre? Ça, c'est une question indécidable. Il y a Didier Weiss, qui est un partageur de non-dualité en France, qui m'a interpellé sur cette question, parce qu'il est radicalement sur cette absence totale de libre arbitre dans laquelle on est, en s'appuyant sur les traditions orientales, et c'est un érudit, etc. Et on a eu un petit échange, et je lui dis, oui, mais expérientiellement parlant, j'ai l'impression que Sydney Banks a raison. Et qu'importe qu'il ait raison ou tort, parce que de toute façon, il n'y a que des histoires et que ce qui compte, c'est l'expérience que je fais. Et j'ai l'impression que c'est une expérience. Sydney Banks n'arrête pas de revenir sur la santé mentale, la santé mentale, la santé mentale. J'ai l'impression de faire l'expérience d'une forme de santé mentale à laquelle je n'avais pas accès avant. Mais jamais je me permettrai d'affirmer que c'est la clé universelle pour tout le monde. Je ferai comme Sydney Banks, je dirais, regardez, et puis faites l'expérience. N'écoutez pas mes mots, faites l'expérience. Imaginez, racontez-vous cette histoire, j'ai la possibilité d'orienter la lampe de poche de mon attention à chaque instant sur ce qui va m'être utile plutôt que ce qui va pas m'être utile. Parfois, la tristesse peut nous être utile, mais la possibilité de choisir plutôt que de tomber dans la spirale, par exemple, de la dépression, je pense que c'est quelque chose de tangible. En tout cas, moi, j'ai la sensation, dans mon expérience subjective, d'avoir touché à ça et d'être en capacité de- d'informer d'autres, comme Sydney Banks l'a fait, sur cette possibilité. Parce que si j'ai pas l'information, je peux pas avoir le choix. C'est sûr. Il faut que j'ai l'information. Et j'ai l'impression que la conscience universelle, à travers Sydney Banks, à travers nous,
Elle est en train de s'informer elle-même. Chouette, tu lèves la main. Je vais arrêter de parler tout seul. On t'entend pas. Ah oui, on t'entend pas. Merci. Cette question du libre arbitre, pour revenir sur le texte d'aujourd'hui, est-ce que ce serait pas une question de philosophe? Euh, Parce que moi, je ne nie pas que des choix sont faits. Je... Moi, quand j'entends Sydney Banks qui dit on a le choix, euh, je l'entends juste décrire euh, une expérience qu'on fait tous. C'est l'expérience du choix. Elle existe, cette expérience. Moi, je la nie pas. Euh, Ce qui est un- plutôt intéressant, c'est, ouais, ça a déjà été exprimé à d'autres moments. Ce soir, je suis pas tout à fait sûr, mais à d'autres moments dans ces webinaires, ça a été exprimé. C'est plutôt une nuance entre libre arbitre et liberté. C'est évident que quand je retourne la flèche de mon attention sur ce qui fait l'expérience, ce qui perçoit, il y a, il y a tellement d'espace que ça fleure bon la liberté, quoi. C'est, il y a rien qui emprisonne. Il n'y a pas de contour, il n'y a pas de. euh, mais du coup, dans l'idée du libre arbitre, il y a libre, mais il y a arbitre aussi. Et l'arbitre, c'est quelqu'un. Et comme moi, quand je tourne la flèche de mon attention vers là, il n'y a personne, il reste plus que libre en fait. Euh, donc c'est ça. Disons si j'essaye de mettre les lunettes du théosophe, euh, je, je perçois de la liberté, je perçois des choix, je perçois juste pas d'arbitre. Donc voilà. Moi, j'en fais tous les jours des choix. J'ai, j'ai, j'ai choisi de décaler un rendez-vous pour pouvoir être là ce soir. Donc je l'ai fait ce choix à un moment. Le choix a été fait. Mais ce qui est à mes yeux fascinant, c'est que je suis incapable de, de trouver avec précision qui et quand le choix a été fait. Euh, j'ai plutôt l'impression d'avoir constaté à un moment que le choix a été fait et de valider ce constat, euh, de de découvrir une évidence. Euh, je, j'ai pas bien les mots pour le dire là tout de suite. Je me rends pas bien compte de de ce que mes mots font chez vous. Parce que chez moi, c'est pas très clair. Mais le, il y a choix, il y a liberté. Et pour l'instant, euh, contrairement à avant, je ne trouve pas d'arbitre. Avant, je croyais en connaître un, et celui-là n'a plus la télécommande. Donc voilà. Bon, bah, ça, mais voilà, peut-être c'est ça la différence entre philosophe et théosophe. Comment on regarde la question, comment on l'arpente, comment on l'explore, pour reprendre les mots d'Isabelle. Je vais chercher une réponse à cette question ou si je vais juste explorer euh, la question. Bon, personne ne lève la main. On pourrait garder un peu de silence d'ailleurs. Souvent, Hervé nous dit on est trop dans nos têtes, parfois, dans ces webinaires.
Moi, j'adore ça. J'ai conscience que j'aime. euh, Tu vois, quand tu dis, quand tu parles du fait que quand tu retournes l'attention vers toi, tu ne trouves rien. C'est incontestablement une expérience que j'ai faite. Mais ce qui se passe ici, là, ce qui se passe quand... Parce que tu parlais d'un rendez-vous que tu as décalé, ces choix-là, on ne cesse pas d'en faire. Ils se fait, ils se font. Je suis, moi, assez d'accord avec une idée généralement euh, partagée dans les milieux de la non-dualité en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui se font tout le temps, mais il n'y a personne pour choisir. Il y a pas... En anglais, on dit there's no chooser. Mais cette idée qu'il n'y a pas, qu'il y a personne qui choisit, autant pour choisir un rendez-vous, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce qui fait que je fais ça avec ma main? Je ne choisis pas du tout. Les mots qui sortent, je n'ai pas l'impression de les choisir, ils sortent. Mais dans les expériences où se pose la question du bien-être, de la santé mentale. C'est-à-dire quand dans ma tête, je suis par exemple enfermé dans une boucle, disons dépressive ou disons... c'est là où euh, j'ai l'impression que c'est pas une télécommande que je tiens, mais qu'il y a quelque chose là-dedans qui tient la capacité de focaliser ou pas sur telle ou telle chose. C'est pas tout le temps, mais il y a quelque chose de cet ordre parce que ça a reçu une information. Et j'ai l'impression que l'information, je ne l'ai pas reçue là, enfin, elle est reçue par là, elle est toujours reçue par là, mais elle est descendue là-dedans. Et je sais pas ce que c'est, ça. C'est une histoire aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui, à l'intérieur de moi, peut faire un choix à ce moment-là. Et c'est pas un choix d'action tu vois, d'aller à tel endroit, de faire telle chose. C'est vraiment un choix d'attention. Et c'est parce que, bon, c'est ce qu'arrête pas de répéter encore une fois Sydney Banks. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, s'il dit ça, je veux aller au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre? Et, et, et à force de faire des expériences, et notamment cette expérience de réécriture du subconscient que je fais beaucoup en ce moment avec mes clients et qui a l'air de donner des résultats assez stupéfiants, qui consiste à faire émerger les phrases qui nous conditionnent et dont on n'a pas conscience, justement, comme les choses dont on s'inflige parce qu'on les a entendues quand on était enfant. T'es paresseux, t'es ceci, t'es cela, tu sais pas focaliser ton attention, t'es incapable de gagner de l'argent. Enfin, je vous en passe des meilleurs, mais ces phrases-là, qui sont inscrites là, c'est des phrases acquises, c'est pas des choses qu'on a. C'est pas des choses, on n'a aucun libre arbitre sur le fait qu'on les a acquises. Mais quand on le voit, quand quelqu'un nous pointe vers ça, et Sydney Banks, c'est ça qu'il fait. Il pointe vers ça. Il dit, regardez, c'est ça les pensées enchevêtrées, mal avisées, pour moi en tout cas. C'est que ces pensées enchevêtrées, mal avisées, je peux les faire émerger. Et non seulement je peux les faire émerger, mais une fois que je les ai fait émerger, je peux utiliser un outil que Sydney Banks me donne, qui est le pardon. C'est une histoire. Je me pardonne de m'être jugé tel que je suis, blablabla, incapable. Car il est plus vrai que je suis théosophe, je suis la conscience localisée, je suis. Ce sont des histoires. Mais il y a les histoires qui marchent et des histoires qui ne marchent pas. Et pour moi, l'histoire de je suis timide, qui m'a empoisonné pendant 58 ans et qui était inscrite ici comme une vérité, elle a été entièrement réécrite et éliminée par la conscience qu'il y avait un choix. Je pouvais choisir d'être timide ou pas. Et cette expérience-là, je ne sais pas comment la communiquer, parce que c'est une expérience complètement subjective et personnelle, mais c'est un choix.
c'est un choix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un choix, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a été informé et qui a entièrement changé mon expérience. Et pour moi, c'est quelque chose de complètement inouï, encore aujourd'hui. Et même quand j'en parle, c'est ça. Oh, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai pu à ce point me déconditionner, me reconditionner? Et quelque chose dit, c'est moi qui l'ai fait. Et peu importe, en fait, que ce soit vrai ou pas, tu vois, il y a quelque chose qui... on dirait que la conscience aime bien l'idée que, bah, c'est possible, quoi. Et comme j'ai découvert ces principes à travers une situation de problématique de santé mentale, et pas du tout à partir d'une histoire de philosophie. Ah, cette philosophie me plaît. Non, c'était une problématique de santé mentale. Ma femme se débattait dans la dépression et on cherchait comment sortir de ça, alors que les psychologues, les psychiatres et les médicaments, ça ne faisait rien. Ça la rendait zombie, c'est tout ce que ça faisait. C'est comme ça qu'on a découvert les trois principes. Moi, j'étais pas dépressif, mais enfin, je l'accompagnais. Et c'est par la voie de la thérapie. Et la thérapie, c'est une histoire de redonner le pouvoir, en tout cas la thérapie mentale telle que je l'envisage, redonner le pouvoir à la personne, lui redonner la capacité de voir, en lui, non pas en lui donnant de l'information, mais en lui faisant faire des expériences. Et cette idée qu'il n'y a pas de choix possible, qu'il n'y a pas de libre arbitre, elle est déprimante pour les gens qui sont dans cette situation-là. Donc, quelque part, c'est une histoire qui ne marche pas pour les gens qui sont dans cette situation-là, parce que ça les enfonce dans l'idée que de toute façon, ils ne peuvent rien faire, puisqu'ils n'ont pas le choix. Ils sont comme ça. C'est la chaîne des causalités qui les détermine. La dépression, c'est parce que je suis comme ça. Et moi, je leur dis, bah ouais, moi j'étais timide, mais timide à en mourir. Je veux dire, je ne pouvais pas demander mon chemin dans la rue. J'étais capable de fonctionner en société parce que j'avais toutes sortes de stratégies qui me permettaient de contourner ça. Et ben, si on pousse le bouchon plus loin, ça peut être la dépression profonde, ça peut être une addiction terrible qui vous entrave dans l'existence. Si on retrouve la possibilité de choisir, et c'est ce que Sydney Banks vient dire, même si c'est une histoire, on empouvoire les gens. Et moi, Sydney Banks, il m'a empouvoiré. Et il a empouvoiré mon maintenant ex-femme pour lui donner la capacité de sortir de sa dépression sans médicaments, sans psychologue, sans psychiatre, etc. Parce qu'elle a vu qui elle était. Elle a vu qu'il y avait cette idée de non-forme et de forme et qu'elle pouvait orienter la lampe de son attention. Qu'est-ce que c'est la dépression? C'est une addiction aux pensées noires. Et si la lampe, elle est fixée sur les pensées noires, ben, elle reste fixée sur les pensées noires si on ne sait pas qu'on peut faire ça. Ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas pour tout le monde. Évidemment, toutes les gradations possibles. Mais je sais que toi, tu travailles aussi dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est la raison pour laquelle je suis là, hein. Parce que je pense que ça marche. Pas dans tous les cas, pas toujours, mais c'est extraordinaire cette compréhension. C'est un cadeau inouï, en fait. Mais nous parlons à une assemblée qui semble nous écouter comme si nous étions, je ne sais pas, dites-nous quelque chose. Parce que moi, je peux parler des heures, hein. Je, ah, je laisse la parole à Jonathan. Et il te la laisse. Juste brièvement, ce que m'a inspiré ton partage, Liv, même si la question était peut-être au niveau philosophique, qui est-ce qui en nous choisit de changer l'orientation de notre lampe de poche pour ne plus regarder des pensées qui ne nous servent pas et choisir une histoire qui nous avantage. Moi, là, ce que je ressens donc en tant que théosophe ou en tant qu'exploratrice dans mon expérience personnelle, c'est ce que je vois dans la nature.
C'est-à-dire que j'ai vu aucune petite graine que j'ai plantée qui s'est dit je vais pourrir, je vais pas grandir, je vais avoir des problèmes. La nature tend à prospérer. Et après, les conditions que l'on crée autour peuvent faire que on imagine que ça devrait prospérer mieux. Mais là, c'est encore des histoires qu'on se raconte. Mais à la fin, moi, si j'ai des tournesols dans le jardin, je peux mettre n'importe quoi entre le tournesol et le soleil. Le tournesol, je ne sais pas si c'est lui qui choisit ou si c'est moi qui projette, mais je constate qu'il va se trouver un espace pour arriver à regarder le soleil. Et c'est ça que je vois dans toute cette histoire de choix, de liberté ou de libre arbitre, c'est qu'il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire nous, notre âme, qui naturellement flotte ou monte ou prospère ou regarde vers la lumière. Et c'est seulement quand on s'assomme de pensées mal avisées, mal avisées, qui nous appuient, qui nous enfoncent, que tout d'un coup, voilà, tout est lourd et on voit plus la lumière. Mais justement, ce qui pour moi, et là je dis dans mon expérience, j'ai aucune prétention de vérité là-dedans, je crois voir qu'à chaque fois que je lâche prise, ben, la vie me sort sacrément d'affaire. À chaque fois que j'arrête de vouloir être moi qui vais trouver la solution et qui vais orchestrer la solution à mon problème pour me tirer d'affaire, c'est jamais aussi brillant, c'est jamais aussi rapide, c'est jamais aussi bien que quand je fais la planche et j'attends que la vie me porte. Donc, c'est ça que je vois dans cette fameuse intelligence qu'on peut appeler le principe de l'esprit, le principe de vie, c'est qu'elle, naturellement, elle nous porte et naturellement, elle nous fait flotter et naturellement, elle nous porte vers la lumière. Donc, on peut lui faire confiance parce qu'elle est digne de confiance. Oui, si on y croit. Je dirais si on a compris. Mais j'imagine que c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas une question de... Je vois de toute façon que mes croyances, ça c'est sûr. Mais si je ne vois pas que ce sont mes croyances que je vois, et Mhm. pas une prétendue réalité objective, forcément, je vais être prisonnière de mes croyances et dire, tu vois, j'avais senti que ça irait mal. La preuve, c'était une intuition, ça a raté. Mais avec cette connaissance de Sydney Banks qui nous explique justement la mécanique des choses, on est invité à explorer et à voir, voilà, je pense que ça va pas marcher, mais c'est une pensée. Et si j'en essayais une autre? Et moi, j'avoue que je m'amuse beaucoup, donc j'essaye. Et je vois que quand je change de pensée, comme par hasard, la poisse que j'avais anticipée n'arrive pas. Donc, je fais l'expérience de je vois ce que je crois et pas je crois ce que j'ai vu, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit. Et donc, cette connaissance, cette compréhension est une invitation à toujours avoir davantage confiance pour voir que on n'a pas besoin de se forcer à croire des choses qu'une partie de nous ne croit pas vraiment, dans l'espoir que quand même ça va nous sauver, mais de choisir, du coup, on est invité à choisir une meilleure version ou à laisser faire, mais de voir comment ça se déroule. C'est ça qui est fascinant, c'est ça qu'on fait dans les trois principes francophonie, c'est sans arrêt explorer par nous-mêmes et voir ce qui se passe. Mais c'est, j'ai l'impression que du coup, plus je vieillis, plus je crois au Père Noël. Les choses que j'aurais dit avant, bah, c'est très réaliste ton truc. Quand même. Ah, quand même, ça marche. Mais c'est pas une question de croyance, ou c'est peut-être justement parce que j'y crois que ça marche, mais c'est quand même assez fabuleux de voir que on peut, on peut avoir une vie en rose. Ouais, c'est complètement. Enfin, moi, j'en reviens pas encore, mais
c'est fabuleux la marge de manœuvre qu'on a, la liberté dont on dispose et, euh, et l'expérience de vie qu'on fait au bout du compte. Maintenant, je te passe la parole, Jonathan. Merci. Euh, euh, je sais plus où j'ai entendu ça, j'ai dû entendre ça dans plusieurs endroits, de plusieurs sources, mais j'aime bien parfois parler du petit moi et du grand moi. Mais je me demande si même si, genre, toi, Liv, tu n'as pas utilisé aujourd'hui. Bon. Donc, le petit moi, c'est Jonathan, cette identification à cet organisme psychocorporel. Et le grand moi, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est le philosophe est toujours un petit moi. Et c'est un petit moi perdu dans un grand monde et il cherche dans le grand monde les réponses pour le petit moi. Le théosophe, c'est un petit moi qui connaît le grand moi. Mais à partir du moment où il se dit théosophe, il est forcément en train de se rétrécir. Il est petit moi. Il est dans un moi un peu plus petit que le grand moi. Mais il connaît le grand moi. Et j'ai cette intuition, en tout cas pour l'instant, aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai cette intuition que quand Sydney Banks dit vous avez le choix, il s'adresse au petit moi. Hmm. Il s'adresse au petit moi en pointant du doigt vers le grand moi. Hmm. Et c'est pour ça que tu parles, Yves, de santé mentale. Hmm. Tu as raison. Ça, c'est aidant d'avoir le choix pour la santé mentale. Mais le grand moi n'a aucun problème de santé mentale. C'est que le petit moi. Oui. Donc, forcément, cette question s'adresse au petit moi. Et bien sûr que pour le petit moi, c'est plus expansant, joyeux, libérateur d'avoir cet empouvoirment, d'avoir le choix. Ça, c'est évident. D'autant plus, et je te rejoins complètement là-dessus, pour quelqu'un qui est plutôt dans des états type dépressif, ou un moment ou un autre, au lieu de se laisser aller, il faut reprendre le gouvernail. Donc, bien sûr qu'on va pas utiliser la même, la même stratégie ou dans la forme, dans la façon de faire. Hmm. Hmm. Donc voilà, ce truc de petit moi, grand moi, en fait, Ben, euh, il peut aider il peut donner un repère ou une référence pour cette question. Ça me permet à moi de faire le lien entre la question du libre arbitre et le chapitre du chaînon manquant dont on discute aujourd'hui. Et je me libère ainsi de la culpabilité d'avoir fait trop dériver le sujet. Voilà. non, et je trouve qu'on est, on est vraiment au cœur du sujet parce que on est au cœur du chaînon manquant, vraiment. On est toujours ramené un peu par force centrifuge vers ça. Moi, j'ai découvert un texte et je l'ai partagé dans un podcast récent, je crois que c'est l'épisode 76, un texte que j'ai trouvé inouï de Sydney Banks, qui fait partie d'une interview qui n'a jamais été publiée, où il parle des deux sortes d'êtres, the two types of being. Et il dit, ni plus ni moins ça, c'est-à-dire que c'est le petit moi, le grand moi. Il y a le human being, donc c'est l'être humain, et le God being. Et ces deux-là sont indissociables à l'intérieur de nous. Et la santé mentale, c'est réaliser Dieu. Dieu au sens où on l'entend, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les religions, encore une fois. Dieu, c'est la conscience, l'unité, la source, tout ce qu'on peut mettre derrière. Et c'est compatible en plus avec toutes les religions.
Et ça les relie même, d'une certaine manière. C'est l'idée que la spiritualité, elle est indissociable de l'humanité. Cette dimension-là, on la sent à l'intérieur de nous tout le temps. Les enfants n'y pensent même pas, ils n'ont pas besoin de la conceptualiser, mais elle est là. Et puis elle se détache quand le petit moi prend plus d'importance à cause du logiciel de l'ego qui vient nous identifier. On ne va pas refaire tout un cours là-dessus, mais et donc et c'est ce qu'il dit. Et regardez, si je peux vous le montrer, il dit le secret de la vie, c'est d'avoir le courage et le pouvoir de regarder à l'intérieur de soi et de vraiment accepter ce que l'on voit. Bit by bit or all at once, morceau par morceau ou d'un seul coup. Et là, c'est écrit en capital. It is your choice. Et c'est fou qu'il l'affirme de cette manière-là. Et c'est vraiment ça. Il dit, qu'est-ce que c'est l'éveil? C'est une personne qui a réalisé Dieu. C'est donc la capacité à voir la dimension verticale et la dimension horizontale. Tiens, c'est marrant, ça fait une croix. Qui est notre être, ce qui est ce que nous sommes. Nous sommes à la fois la non-forme et la forme. Il y a un écho bizarre sur ma voix, mais je ne sais pas si vous l'entendez, vous. C'est juste parce qu'il est 19h29 et qu'il va falloir conclure. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été une audience très écoutante. Je te remercie beaucoup, Jonathan, d'avoir participé autant, Isabelle aussi, et puis Nicolas, et puis Fatou qui est parti. Et bah, on se retrouve dans 15 jours, si vous êtes d'accord. Cette fois, à nouveau, je crois, sur une vidéo de Sydney Banks. Vous aurez les infos sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et si personne n'a rien à ajouter, je vous souhaite une merveilleuse soirée et une très belle vie. Merci Oui, beaucoup. merci. Merci à Bonne vous. Bonne soirée. soirée. Un grand Bonne merci soirée. à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée.